Place. Nous allons commencer ce conseil municipal. Alors je vais, comme par l'habitude, procéder à l'appel des uns et des autres. Et commencer par Monique Baudry. Madame Beaujeau est absente et a donné un pouvoir à moi-même. Monsieur Charles Berdol. Madame Delphine Bézia, absente pour l'instant. Michel Biret. Présent. Hervé Boisjol. Présent. Martine Bonnet. Présent. Stéphane Bouillot. Marie-Christine Boutin est absente et a donné un pouvoir à Madame Baudry. Gilbert Prianceau. Dominique Chartier. Merci. Bonsoir. Adrien Dombal. Thierry Drouin. Il est absent. Absent. Gino Fillonneau. Hugues Fourage. En retard. Leslie Gaillard est absente et a donné un pouvoir à Madame Légeron. Bernard Garon est absent et a donné un pouvoir à Monsieur Hogbon. Monsieur Hubert Gingue. Ludovic Hogbon. Présent. Jean-Michel Lallaire, également présent. Ghislaine Légeron. Jean-Paul Macor. Ariel Memetot. Pierre-André Mettet. Philippe Mignet. Annette Moreton est absente, a donné un pouvoir à Madame Plaire, que je salue. Michel Naudet. Jean-Pierre Pétorin. Absent. Claudine Plaire, présente. Christelle Roussillon. Christelle Trudeau. Sébastien Verdon est absent et a donné un pouvoir à Monsieur Biret. Isabelle Villemot est absente et a donné un pouvoir à Monsieur Mettet. Exact. Alors, vous avez reçu en début d'après-midi un point supplémentaire. Il est également disposé sur la table du Conseil. Il s'agit d'un vœu relatif au projet de modernisation de la ligne SNCF. En fait, c'est le même vœu qui a été pris hier par la communauté de communes. Le vœu. Il a été envoyé par mail. On peut en faire une copie. Et si, il a été envoyé. Bon, attendez, on va faire une copie, on va régler le problème. Alors, donc, il me faut votre approbation, savoir si on peut prendre ce vœu tous ensemble. Donc, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Alors, donc, je suppose que vous avez reçu l'ensemble des rapports de ce conseil municipal. Et donc, nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Alors, selon la liste, je propose Monsieur Michel Naudet, qui accepte avec grand plaisir. Sinon, il aurait été remplacé par Monsieur Jean-Paul Macor. Qui aurait accepté aussi. Qui aurait accepté, bien sûr, avec ce sourire. Merci, Monsieur Naudet. Donc, nous allons passer maintenant à l'approbation des procès-verbaux des séances des 20 décembre 2018 et des 29 janvier 2019. Monsieur le maire, Monsieur Fourage n'étant pas là, pourriez-vous différer l'examen de ces points pour qu'on en parle après l'arrivée de Monsieur Fourage? D'accord. Mais vers quelle heure il arrive, Monsieur Fourage? Je ne sais pas. Bon, donc nous allons reporter, effectivement. Tout le monde est d'accord? Ce sera pour le dessert. Monsieur Fourage, vous les points? Des points. Alors, nous allons procéder donc à la présentation du premier rapport qui concerne les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Et Monsieur Hogbon va vous en faire lecture. Merci, Monsieur le maire. Concernant les droits de préemption, donc 50 dossiers ont été déposés entre le 10 janvier 2010 et le 19 mars 2019. Aucun dossier n'a fait l'objet de préemption par la ville. Ensuite, vous avez les conventions, des décisions prises par le maire par délégation. Vous en avez la liste.
Et puis, concernant les marchés, juste quelques marchés significatifs concernant un marché qui concerne les travaux de voirie. Donc là, il s'agissait de la signalisation et des peintures sur la ville, entre autres pour les pistes cyclables. Donc un marché de 118 940 €. Alors, il n'y avait pas que ça, il y a de la signalisation routière sur la ville. Et puis, le marché qui concerne nos églises pour 350 000 €, 828 sur Saint-Jean. Et puis, les travaux de voirie et d'assainissement pour Colas. Donc, il s'agit de la rue au Montbujard et de l'assainissement qui va être mis en route, qu'on a présenté en commission urbanisme la semaine dernière. Il s'agit d'un marché de 646 965,24 €. Voilà. Et vous avez aussi les services qui sont annexés. Voilà, monsieur le maire. Des observations sur Madame Chartier. Donc, beaucoup de conventions aujourd'hui, là, avec de mise à disposition de l'espace Cassin aux associations locales et à quelques acteurs privés. Ainsi, le rugby va payer 3 724 €, dont 180 € de cuisine, les feux follets pour 2 jours, 3 248 €, dont 96 € pour le VAR, 96 € pour les loges et la chambre froide, 96 € également. La Ligue contre le cancer, 4 034 €. Elle aussi paye des forfaits pour la cuisine et le bar. Un coût très important pour les associations de bénévoles à but non lucratif. Monsieur Biret a dit lors du Conseil de décembre que les associations seraient accompagnées. Comment et quelles seront les règles? Nous allons rapprocher ces conventions des associations à 2 autres du secteur privé. Le Crédit Agricole, 2 340 €, cuisine et bar offert. Rage Tour pour 2 jours, Festival Rock, donc une facture de 10 024 €, mais 4 590 de prestations offertes, soit 45% du prix. Livraison et retrait du matériel du service technique, préimplantation, mise à disposition du site de l'extérieur, démontage site extérieur, exploitation des loges et bars, bureaux et annexes, bungalows. Voilà, tout ça gratuit. Monsieur Biret a dit lors de ce même conseil que la programmation publique serait provisoirement remplacée par une programmation privée, que ça ne coûterait rien. Et au contraire, ça nous rapportera des recettes. Cadeau à Rage Tour de 4 590 €, qui a dit que ça ne coûterait rien. Que penseront les Fontenaisiens de ce traitement de faveur à des sociétés privées? Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Vous répondre. On va vous répondre précisément, pas sur chaque cas. En fait, on a mis en place, l'année dernière, on m'a donné la gestion un petit peu de René Cassin, et on a essayé de mettre en place un cadre, d'accord? Un cadre. Parce qu'il s'avère que depuis 10 ans ou 12 ans, depuis que René Cassin existe, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que tout le monde fait un petit peu, on déroge, on a des copains, on fait plein de choses. Le foot paye un prix, le rugby paye l'autre, les associations. Aujourd'hui, on fait un cadre, d'accord? Le cadre, il est pareil pour tout le monde. Et on essaie de... Donc, il y a un tarif, il y a 2 tarifs. Il y a le tarif économique et un tarif associatif, d'accord? Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'on a modifié les tarifs de René Cassin, quand on m'en a donné la gestion, il y avait des gens qui s'étaient déjà engagés, d'accord? Donc, ceux-là, on s'était engagés sur un prix, on tient le prix, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir que certaines associations que vous avez citées, on les accompagne. On les accompagne aussi parce que on va pas une association qui paye 3 000 ou 3 500 € et il y a une modification de tarif. On ne va pas les assassiner. Le principe, c'est qu'il y a une vie à René Cassin et une vie associative, d'accord? Donc on est là aussi pour les accompagner. Par contre, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, à René Cassin, il y a une comptabilité, d'accord? Ce qui vaut 4 000 € est payé par l'association 4 000 €. Et nous, derrière, on aide les associations. Aujourd'hui, ça nous permet de bien structurer René Cassin, ça nous permet de bien structurer les heures qui sont faites par les agents, ça nous permet de tout valoriser, tous les événements qui sont à René Cassin, et à la fin de l'année, on ressort une vraie comptabilité à René Cassin. C'était le premier objectif. Deuxième objectif, on évite aussi tout ce qui est heures supplémentaires. Et troisième chose, c'est ce que je viens de dire, il y a un tarif économique, un tarif associatif. Le tarif économique, c'est une chose. Le tarif associatif, on aide aussi les associations. Donc là-dessus, et la dernière chose, et moi ce qui me semble la plus importante, c'est, et je redis ce que j'ai dit bien au début, il y a un cadre. Le cadre, on ne déroge pas, on propose une tarification, on n'intervient pas, il n'y a pas de tarif au faciès des gens, il n'y a pas de tarif de copinage, il y a un tarif.
Et ensuite, on voit avec les gens selon les possibilités. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'il y avait des tarifs qui étaient un petit peu mal fixés, les gens avaient besoin d'énormément de prestations. Lorsque vous avez un tarif et une ligne budgétaire en face, les gens ont besoin de beaucoup moins de prestations. Donc vous voyez qu'en fait, on essaie d'adapter la prestation de René Cassin pour tous les événements qu'il y a à René Cassin. Voilà. Aujourd'hui, vous avez parlé de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, nous, on a reçu la Ligue contre le cancer. Ils sont très contents de la prestation qu'on leur propose à René Cassin cette année. Et toutes les associations que vous avez citées, ils sont très contents de la prestation qui est proposée à René Cassin. Mais est-ce que l'accompagnement va être au faciès, par contre? Et surtout, mon interrogation, après, c'était par rapport aux cadeaux qui étaient faits au secteur privé. Parce que là, vous dites qu'il y a un règlement, on n'y déroge pas. Il n'y a pas eu de cadeau fait au secteur privé. C'est-à-dire que le secteur privé, lui, s'est engagé déjà avant que je reprenne la gestion René Cassin. C'est-à-dire qu'il y a toujours les antécédents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les antécédents, on se tient. Il y a eu des engagements qui ont été pris verbalement. Ces engagements sont tenus. L'année prochaine, ce sera autre chose. Vous voulez dire que pour Rachetour, l'engagement était antérieur à ce... Ouais. Oui, madame. Vous savez, dans la vérité, on arrive à fixer les choses et c'est beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'on essaie de faire, et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Ok. Donc j'avais d'autres explications à demander. En ce qui concerne la rénovation de l'église Saint-Jean, des couvertures et des charpentes, il s'agit d'une relance d'un marché après résiliation pour motif d'intérêt général. Donc j'ai posé des questions, on a essayé de me répondre, effectivement, mais néanmoins, on n'a pas répondu à tout, et donc je suis obligée de reposer la question ce soir. Donc voilà la réponse qui m'a été faite. Le marché numéro 1 de travaux a été attribué en novembre 2017 à l'entreprise Gauthier pour un montant de 305 803 €. Ce marché a dû être rompu suite au courrier du préfet de Vendée du 25 mai 2018 notifiant un recours gracieux. Donc j'ai demandé ce courrier, on ne me l'a pas fourni. En effet, la façon dont le critère prix était évalué ne correspondait pas à la réglementation en vigueur. Ainsi, le préfet de Vendée nous a demandé de résilier le marché. Au regard de l'argumentaire développé, nous étions donc contraints à résilier ce contrat. Par ailleurs, l'entreprise Gauthier a reçu une indemnité d'un montant de 5% du marché, donc ça doit faire à peu près 15 000 €, comme le stipule l'article 46.4 CGATT suite à la résiliation de notre marché. Le marché a été relancé en août 2018 en supprimant les travaux déjà réalisés et en modifiant le critère de jugement des offres pour la partie prix. Il a été attribué à l'entreprise Gauthier, de nouveau, après consultation pour un montant de 357 000 € hors taxe. Donc, je pose la question, quel était ce critère de jugement des offres ? Moi, j'ai pas connaissance du critère exactement. Sincèrement, je n'ai pas. Effectivement, j'avoue que le critère, je ne l'ai pas parce que nous avons été un petit peu surpris. Il n'y avait aucune contestation de la part des soumissionnaires. Et il y avait, je ne sais pas exactement quelle virgule n'était pas tout à fait à sa place. Et effectivement, le contrôle de la légalité a estimé que ça n'était pas tout à fait dans les normes. Alors, nous sommes revenus dans les normes, très certainement, parce qu'autrement, le contrôle de la légalité nous aurait encore rappelé à l'ordre. Mais je pense qu'on a tous, absolument tous, perdu beaucoup de temps sur cette affaire. Surtout 15 000 € et oui, bien sûr, 4 mois de oui, retard. Non, mais c'est pour le ça temps. que je voulais comprendre pourquoi le préfet, vous avez... donc il s'agit bien du préfet. Voilà, pour une virgule, comme ça me surprend, quoi. Donc, j'avais un autre, s'il n'y a pas d'autres commentaires, j'avais un autre point. Oui, pardon. La préfecture ait refusé les critères de notation des prix. Moi, j'en sais pas plus. Nous, on envoyé à 15h17 le courrier. Et vous avez reçu le courrier à 15h par informatique. Je pense que vous avez posé la question ce matin à 10h. Ah oui. On a fait au mieux. Ça à faire non plus. Ah oui, c'est bien. J'avais un autre dossier aussi qui m'a interpellée. C'est la validation d'équipements d'autosurveillance du réseau assainissement.
Cette vidéosurveillance du service assainissement est une grande énigme, avec rebondissement. En 2015, il était de notoriété publique que celle-ci ne fonctionnait pas, dirons-nous, et d'ailleurs le délégataire, dans le deuxième avenant qui n'a pas passé au contrôle de légalité, avait obtenu de ne plus être chargé de ne plus en être chargé, de même qu'une diminution du renouvellement des réseaux. Cependant, dans le nouvel deuxième avenant, les articles 192 et 191 que je viens de mentionner ont été maintenus intégralement. Rappelons que le délégataire, à la signature du contrat, s'était engagé au suivi, diagnostic et la remise à niveau du système. En 2017, la ville a pris en charge une étude pour un montant de 28 560 €. En 2018, les travaux d'équipement ou de mise en conformité pour 2 559 € réalisés par la SEG, dont on connaît les liens avec Veolia. À l'occasion de ce conseil, nous découvrons un contrat pour une validation d'équipement d'autosurveillance du réseau assainissement de la ville pour 4 272 €. Évidemment, c'est bien modeste comme chiffre. Un contrat de validation pour des équipements neufs ou rénovés depuis quelques mois. C'est ce que prévoit la loi d'après l'extrait de règlement que l'on m'a communiqué. Article 2.2 du contrôle technique initial du dispositif d'autosurveillance. Un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance, conception, mise en place, conditions de fonctionnement, respect des dispositions doit être effectué par un prestataire indépendant des entreprises réalisant des travaux. Mission d'assistance technique, bureau d'études. Ce contrôle est à la charge du maître d'ouvrage. Les résultats de ce contrôle doivent être communiqués à l'agence. J'ai demandé à prendre connaissance des rapports et, stupeur, 5 postes sur 13 contrôlés ont été seulement validés, notamment en raison de l'absence d'archivage des données, d'incohérences, de problèmes d'étanchéité. Et pourtant, l'installation avait été validée en 2017, avant les travaux. Par qui avait été faite l'expertise? Une nouvelle visite a dû être programmée en mars. Et qui en aura la charge? Oui, c'est moi qui suis en charge des réseaux d'assainissement collectif. Je ne peux pas répondre à tout ici. Ce qui est sûr, c'est que la ville, donc, en tant que propriétaire des équipements, est en charge de l'installation du système d'autosurveillance, d'où les marchés. Par contre, le délégataire, c'est vrai, est en charge du suivi, et non pas de la réalisation, non pas de l'investissement, du suivi du système d'autosurveillance. Donc, ils ne peuvent pas le faire tant que ce n'est pas aux normes et que ce n'est pas installé. On sait que sur les postes d'autosurveillance, c'est compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on a relancé le prestataire. Alors c'est vrai, c'est une filiale de Veolia, mais de toute façon, il n'y a qu'eux qui sont habilités pour le faire. Alors si vous trouvez une autre entreprise qui est capable de le faire, voilà, c'est une filiale, mais c'est pas Veolia de toute façon. Mais on travaille dessus, c'est long à mettre en place, et parce que la ville a quand même beaucoup de points à surveiller, de points d'autosurveillance. Ça avance. C'est vrai, il reste du travail à faire, sinon voilà, ce serait trop beau si ça marchait du premier coup. Mais on travaille dessus. Alors je peux répondre en détail à toutes les questions. Tout ce que je sais, c'est que c'est suivi de très près, c'est clair, par le service, on travaille dessus. Mais voilà, c'est tout à fait dans les règles, dans les normes, puisque la ville doit installer le système d'autosurveillance et après Veolia va faire le suivi. Je ne sais pas si j'étais clair, mais... Non, mais les règles de départ ne semblaient pas être celles-ci. Mais comment se fait-il que des équipements neufs ne soient pas conformes? En fait, ça a été ma grande surprise, enfin cette nouvelle surprise plus exactement. Non, ce n'est pas des équipements neufs, c'est les anciens équipements qui n'étaient pas aux normes. C'est pour ça qu'on les remet aux normes, ce n'est pas les neufs. Hein. Après, c'est peut-être une question de réglage, mais je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas les neufs. Hein. Que 5 qui ont reçu un certificat de conformité apparemment. Ça, sur 13. C'est un peu comme tout à l'heure les églises. Malheureusement, on est retoqué pour des détails parfois. Pourtant, c'est tout neuf. Donc, je ne sais pas. Bon. Nous allons passer, donc vous en prenez acte. Et puis nous passons au rapport numéro 2. Ah oui, Monsieur Fourage étant arrivé, on va donc... revenir sur les procès-verbaux. Alors, donc, je vais commencer par le procès-verbal du 20 décembre 2018 qui vous a été transmis. Donc, est-ce qu'il y a des observations s'y rapportant? Monsieur Biret? Oui, Monsieur le maire, merci.
Oui, je reviens sur ce PV du décembre 2018 parce que nous avons eu droit ce jour-là, et vous vous en souviendrez, à un récital d'effets de manche, de mensonges, de manipulation, et je pense qu'il est nécessaire d'y revenir dans les mêmes formes, suivant la règle du parallélisme des formes, devant la même assemblée. J'ai retenu 2 exemples parmi tous ceux qui ont été évoqués ce jour-là. 2 exemples qui illustrent, me semble-t-il, les propos que je viens de tenir, effet de manche, mensonge, manipulation. Le premier, c'est l'intervention à propos de l'endettement de la ville de Fontenay-le-Comte. Monsieur Fourage, qui reconnaissait à l'époque avoir reçu 2 versions de la page des ratios, c'est dans le PV, a retenu évidemment celle qui l'arrangeait, c'est-à-dire celle qui avait été envoyée la première et pas celle qui est venue rectifier, celle où l'endettement par habitant est de 981 € et pas de 1013 € comme dans la première version. Mais là, évidemment, la première version était mieux parce que l'effet de manche, c'est pour la première fois, et vous vous souvenez de ça, pour la première fois à Fontenay-le-Comte, nous avons dépassé 1000 € par habitant de dette. C'est vrai que 981 €, c'était moins bien pour l'effet de manche. Bon. Mais si, sûrement, M. Fourage. En tout cas, vous avez fort bien joué la scène, et on peut vous la repasser si vous voulez, parce qu'elle est encore disponible. Donc, c'était faux. Mais vous en tirez la conclusion, et c'est là où ça devient grave, que la ville de Fontenay-le-Comte est en état de surendettement, qu'elle ne peut plus rembourser ses emprunts, et même que nous sommes en quasi-cessation de paiement. Et là, nous sommes carrément dans de la manipulation. Parce que il n'y a pas de rapport direct entre la dette par habitant et la capacité à rembourser. Un ménage, si je prends ça en exemple, peut très bien avoir des remboursements de 2000 € par mois qui ne lui posent pas de problème, et un autre avec 500 € n'y arrivera pas. Ce qui mesure la capacité de désendettement, c'est la durée de désendettement. Et chacun le sait. Et cette durée de désendettement, nous sommes aujourd'hui aux alentours de 8 ans, et je vous ai indiqué que nous serons à la fin du mandat aux alentours de 7 ans. Nous ne sommes donc pas en cessation de paiement et on ne peut pas laisser dire ça, donc je tenais à rectifier ça en séance publique de manière à ce que chacun des collègues soit rassuré sur la situation financière réelle de la ville. Le deuxième exemple, c'est les subventions aux associations, où là, même effet de manche, d'abord, vous avez baissé les subventions de 300 000 €, soit 27%. On a vu ça aussi dans la presse, on a aussi vu ça sur des affiches placardées en ville. Donc j'imagine que c'est bien ce que vous avez voulu exprimer. D'abord, je relève un premier mensonge, mais vous en êtes habitué, c'est que vous avez dit que vous aviez tenu compte de ce que le percepteur nous avait demandé, c'est-à-dire de transférer sur un autre compte les sommes versées aux OGEC. Je voudrais, pour bien me faire comprendre, si vous voulez... Je voudrais que chacun comprenne le mécanisme qui a été utilisé là pour bien montrer à quel point toutes ces affirmations étaient fausses. Oui, subventions. Subventions aux associations, oui, subvention 1, voilà, celui-là. Excusez-moi, voilà. Le calcul de M. Fourage, vous nous avez dit, de mémoire, on avait 900 000 €. Au budget 2013, il y avait 890 000 €. Les subventions aux OGEC, la même année, c'était 156 647. Donc il reste 733 353. Au BP 2019, il y a 574 714. Donc la différence n'est pas de 300 000, mais de 158 639 seulement. Donc ça, c'est faux. Mais non seulement c'est faux, mais, et si vous voulez passer la subvention 2, non seulement c'est faux, mais il y a une grossière manipulation derrière ça, puisqu'il y avait peut-être 890 000 € d'inscrits au budget primitif 2013, mais ce qui a été versé, c'est seulement 749 005, et ça, c'est le compte administratif de 2013.
Et donc, on est très loin. Il y a 150 000 € d'écart entre la prévision et la réalisation. Alors j'imagine que lors du vote du budget 2013, vous avez mis l'accent sur les 890 000 et un peu moins sur le fait que c'était 749 seulement. Donc si on enlève la subvention de l'OGEC, 592 358, et par rapport au budget 2019, il y a seulement 17 644. Et là, on est évidemment très loin. Donc, il y a là une opération de passe-passe, d'esbrouf, de tout ce que vous voudrez. Je crois qu'il fallait rectifier ça en séance, de manière à ce que chaque collègue sache. On pourrait aussi parler d'autres sujets, mais je pense qu'avec ces deux exemples, il y a suffisamment d'éléments pour montrer comment vous fonctionnez en séance de conseil. Je suppose que M. Fourage veut intervenir. Après, on passera à l'autre PV. Monsieur le maire, premier élément, c'est la première fois que on attend. Vous savez, madame, Troisième République, il y avait des valeurs, il y avait le respect des hommes. Alors je vous en prie, commencez par là. Parce que moi, je n'ai jamais traité M. Biret de menteur, ni de quoi que ce soit, mais vous commencez par effet de manche, mensonge et ainsi de suite. Mais monsieur le maire, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on attend un conseiller municipal pour faire en place publique son procès. C'est la première fois que l'on refait un débat à partir du procès-verbal du conseil municipal. Ce qui est déloyal dans votre façon de faire, monsieur Biret, c'est que, si vous voulez un véritable débat, laissez-nous parler au débat d'orientation budgétaire véritablement. Et vous verrez les choses. Alors, je vais vous dire, revenons au DOB de l'année d'avant, où vous-même, vous dites clairement que vous êtes en autofinancement net négatif. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vous. Mais si vous avez mis une diapositive, je vous la sortirai si vous voulez, mais si vous ne voulez pas le voir, et si vous ne savez même pas ce que vous avez vous-même projeté, et ça fait partie du procès-verbal du conseil municipal, vous-même, vous avez dit que s'il n'y avait pas augmentation des impôts, non, monsieur Biret, je vous ai écouté. Monsieur le maire, je vous demande que les mêmes principes me soient appliqués que ceux que j'ai pu appliquer à monsieur Biret sous votre autorité, c'est-à-dire de ne pas être interrompu dans mon intervention, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Il y a donc, dans le débat d'orientation budgétaire de l'année dernière, l'année précédente, si vous préférez, pour être juste, il y a une diapositive où il est évoqué un autofinancement net négatif. Qu'est-ce que ça veut dire un autofinancement net négatif, monsieur Biret? Vous le savez aussi bien que moi. Un autofinancement net négatif, ça veut dire qu'on est en incapacité, à un moment donné, de faire face aux annuités d'emprunt et que donc, par voie de conséquence, quand on est en autofinancement net négatif, c'est qu'on n'a plus la possibilité d'honorer l'ensemble de ces charges. Et donc, voilà ce qui m'a amené à dire que nous étions en quasi surendettement, ou cessation de paiement. Et vous avez d'ailleurs précisé, et c'est pour ça que vous avez augmenté les impôts, de mémoire, mais je parle moi de grande masse, vous savez, je ne fais pas comme ça au dernier moment le travail, où je ne présente pas au dernier moment le travail que vous venez de faire, en faisant effectivement, en passant tous les après-midi, aller regarder ou demander aux services ce qui est leur rôle de vous fournir des éléments. Vous m'auriez donné le sens de votre attaque, j'aurais pu vous y répondre très précisément. Donc les grandes masses, c'est quoi? Les grandes masses, c'est à peu près, de mémoire, 300 000 € d'autofinancement net négatif. Vous me ferez grâce effectivement de quelques euros en plus ou en moins, mais c'est la valeur qui était à peu près sur cette diapositive. L'augmentation des impôts, et ça c'est pas un mensonge, c'est une réalité, c'est bien l'augmentation des taux, et on le reverra tout à l'heure.
bien évidemment, l'augmentation des taux, du taux du foncier bâti, va à peu près donner à la ville des moyens financiers, et là aussi de mémoire, entre 600 et 650 000 euros. Ce qui me fait dire, dans ma démonstration, que si on n'augmente pas les impôts, puisqu'on nous retrouve à peu près 300 à 350 000 de financement supplémentaire par rapport à l'autofinancement négatif, eh bien nous aurions été effectivement en quasi-cessation de paiement. Alors on peut refaire le débat à tout moment, monsieur le maire. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous dire, votre présentation sur les associations, on peut y aller, pas de problème, je peux vous dire. Et quand vous dites, et je maintiens qu'il y a une baisse significative des subventions, on peut le prendre dans le détail, il n'y a pas de problème, et on peut comparer ce qui est comparable, de BP à BP, effectivement. Et quand, y compris vous, monsieur le maire, vous dites qu'il n'y a qu'une baisse, et vous l'avez dit d'ailleurs au vœu à la population, qu'une baisse de 27 000 euros, eh bien, je n'oserais pas vous dire que vous ne dites pas la vérité. Mais j'oserais quand même dire qu'elle est quelque part travestie. Loin s'en faut. Et si vous voulez, moi je vous propose qu'on fasse un petit exercice. Hein? J'ai une clé USB ici, et puis on va comparer. On va comparer BP 2013, et puis on va comparer BP 2019, par exemple. Et on va voir, et chacun verra. Chacun verra. Et il n'y aura pas d'effet de manche, monsieur Biret. Chacun verra qu'effectivement, il y a des baisses significatives des subventions aux associations. Ou, je vous propose, si vous ne voulez pas le faire, de toute façon, on informera les Fontenaisiens, mais ils le savent très bien qu'effectivement, il y a eu cette baisse significative. J'en veux pour preuve notamment la Biennale ou d'autres secteurs. Donc, monsieur Biret, dans le débat politique, moi j'ai toujours fait un débat politique sur les idées. Sur les idées. Je pense qu'il serait temps, et c'était votre vœu, il n'y a pas si longtemps que ça, monsieur le maire, qu'on se recentre, on se concentre sur les idées et non sur les attaques ad nominem. J'ai le sentiment, à la lecture de ce qui vient de se passer, que, et parfois vous critiquez ça, que ce que vous venez de faire, monsieur Biret, c'est à la fois jeter le discrédit sur un élu, très bien, mais c'est aussi le fait qu'on voit bien le manque de sérénité, puisque vous le dites à nouveau en séance du conseil municipal, vous seriez serein, ça ne vous gênerait pas, vous ne l'êtes pas, et puis ça voit surtout aussi que vous êtes rentré en campagne électorale avec finalement avec une cible, un présupposé, mais ça vous fait sourire. Mais d'autres sont rentrés en campagne électorale autour de cette table, certainement. Et ça nous fait aussi sourire, comme vous. Voyez? Sauf que nous, on ne vous fait pas de procès d'intention. Et je pense qu'il serait bon qu'il y ait un peu de sérénité autour de cette table. Monsieur Fouras, juste une toute petite précision venant de ma part. Vous occultez complètement la baisse des dotations d'État. Ben oui. Voilà. Si nous avons été obligés d'augmenter les impôts du foncier bâti, c'est par obligation. C'est pas par suite d'une mauvaise gestion. C'est par obligation, parce qu'aujourd'hui, on nous supprime 1,4 million tous les ans. Et nous avons les mêmes obligations.
et sinon des obligations supplémentaires. Voilà, j'arrête mon propos ici. Nous allons passer maintenant à l'autre PV. Non, mais est-ce que c'est une réalité ou pas? Non, mais attendez. Non, monsieur le maire. Est-ce que c'est une réalité ou pas, ce que je viens de dire? Écoutez, ça embête votre... Vous savez, bon. Ça c'est assez pénible. Il y a un règlement intérieur. Non mais, attendez, je vous rappelle qu'il y a un règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur qui permet aux conseillers municipaux de s'exprimer. Monsieur le maire, vous venez de dénoncer une idée nouvelle. Monsieur le maire, je ne partage pas votre analyse et je vous le démontrerai prochainement. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de baisse. Je vous démontrerai prochainement que vous-même, y compris en conseil municipal, vous aviez déjà intégré dès 2014, dès le début de votre mandat, la baisse des dotations. Et que... Pas à hauteur de 1,4 million. Non, non. Vous Au l'aviez... départ, c'était 250 000 euros. Vous aviez intégré, c'est ça, et qu'ensuite, il faut, mais on le reverra un peu plus tard, regarder aussi l'ensemble des recettes. Vous n'êtes que sur la baisse des dotations de l'État, mais vous ne regardez pas l'ensemble des recettes. Et ce que vous vendez aux Fontenaisiens n'est pas tout à fait la réalité. Je ne vends rien aux Fontenaisiens, moi. On réalise des projets pour les Fontenaisiens, c'est tout. Alors nous allons passer au rapport suivant. Donc le rapport du mois de janvier. Est-ce qu'il y a des observations concernant ce rapport? J'en ai parce que dans le même état d'esprit, je ne vais pas repolémiquer sur la première chose, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je veux juste noter, c'est que M. Fouras vous affirmez des tas de choses, vous n'apportez jamais les preuves de ce que vous affirmez. Alors je suis preneur d'un vrai débat le jour où vous serez prêt à en débattre de façon claire et transparente. Mais ça n'est jamais le cas. Donc en attendant ça, je reste sur mes positions, vous avez le droit de rester sur les vôtres. Sur le conseil du mois de janvier, Monsieur Fourage est allé plus loin que son récital du mois de décembre, parce que cette fois-ci, on est rentré en pleine illégalité. Si vous vous souvenez, Monsieur Fourage m'a publiquement interpellé en tant que DGS de la communauté, parce qu'il était en difficulté face aux arguments développés par Ludovic Hougbon sur les procédures du pôle automobile. Il m'a mis en cause pour tenter de se dégager de sa responsabilité qui pourtant est la sienne. C'est sa responsabilité parce qu'il était le président de la communauté de communes à l'époque des faits et que par application de la loi, le président est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté. Si aujourd'hui encore, un particulier me mettait en cause pour mes activités de fonctionnaire, pour des faits qui ne seraient pas prescrits, je demanderais immédiatement à la communauté de communes d'assurer ma protection fonctionnelle. C'est ça le droit. On ne met pas publiquement en cause un fonctionnaire et la collectivité a l'obligation de le protéger, quitte à se retourner contre le fonctionnaire si celui-ci est fautif. C'est donc complètement inadmissible que ce soit le président qui devait assurer ma responsabilité, ma protection fonctionnelle, qui me mettent publiquement en cause. Où va-t-on? Non, ça, c'est pas acceptable. C'est également contraire à la charte de l'élu local, dont M. Fourage se prévalait quelques instants avant à propos du règlement intérieur, et qui se dépêche de ne pas appliquer du tout. C'est complètement inacceptable, c'est indigne d'un élu. J'ai donc, Monsieur le maire, rédigé une motion pour la moralisation de la vie publique que je souhaite que vous soumettiez à l'approbation du conseil municipal parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'il est temps de remettre un peu d'ordre dans le fonctionnement de cette assemblée et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui donnent des leçons, mais que de temps en temps, ils se plient aussi à la règle locale. Ils s'en revendiquent, mais il s'en éloigne dès que ça l'arrange. Donc je vous lis la motion que j'ai préparée. Motion pour la moralisation de la vie publique locale. Beaucoup dans cette assemblée se réclament de la charte de l'élu local.
ce document qui décrit les droits des élus dans l'exercice de leur mandat rappelle dans son introduction les principes du code de déontologie que chacun doit se faire un devoir d'appliquer. En premier, il rappelait que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Le document précise aussi que l'élu est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens. Ces règles ne sont cependant pas toujours respectées par ceux qui s'en prévalent. Ainsi, lors de la réunion du conseil municipal du 29 janvier, le travail d'un fonctionnaire a été publiquement mis en cause par un élu pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité personnelle, alors qu'il était dans l'obligation d'en assurer la protection fonctionnelle conformément à la loi du 13 juillet 1983 et aux principes généraux du droit. Ceci est indigne et inacceptable. Je vais vous faire diffuser le texte de cette motion sur lequel je demande à Monsieur le maire de faire voter le Conseil. Alors, je vais m'adresser à vous, Monsieur Fourage, en votre qualité de groupe politique. Hein, vous êtes le porte-parole et vous vous êtes exprimé dans le MAG numéro 27, donc de mars et avril dernier, comme suit. Je vous en fais lecture. Le maire a proposé de délibérer sur des modifications du règlement intérieur du conseil municipal. C'est vrai, pas de problème. Nous avons souhaité y inclure la charte de l'élu local créée par la loi du 31 mars 2015. C'est exact. Qui précise que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, probité et intégrité. Il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnellement, directement ou indirectement de tout autre intérêt particulier. Le maire a rejeté ces quelques principes déontologiques. Aurait-il quelque chose à camoufler? Il a, de plus, proposé à sa majorité de s'abstenir sur son propre projet de délibération modificative, de crainte peut-être que le contrôle de légalité lui demande de revoir sa délibération. Et donc, ensuite, vous aviez votre Facebook. Alors, Monsieur Fourage, contrairement à ce que vous avez écrit, je n'ai jamais rejeté les principes déontologiques de la charte de l'élu local. Sachez qu'il est dans ma nature d'observer du mieux possible les règles morales et de respecter scrupuleusement mes devoirs et mes obligations. Ainsi, j'essaie d'être le plus impartial possible, dans la mesure du possible, avec le maximum d'équité et d'honnêteté. Je ne pense pas avoir quelque chose à me reprocher ou que l'on puisse me reprocher ou à camoufler. Quant au règlement intérieur du conseil municipal pour lequel j'ai accepté d'y modifier quelques mises à jour et plus particulièrement apporter une possibilité d'expression supplémentaire au groupe de Madame Chartier en lui accordant des caractères supplémentaires, vous avez vous-même, vous, Monsieur Fourage, votre groupe et Madame Chartier, voté contre. Donc, de grâce, ne m'en rendez pas coupable. Je vous rappelle également mon courrier du mois de septembre dernier par lequel j'invitais, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, tous les conseillers de la majorité comme de l'opposition à respecter les éléments de bienséance et de courtoisie élémentaires, tant au sein du Conseil que dans le reste de l'espace public. Nous étions tous d'accord sur ce principe. Aujourd'hui, je vous demande de le respecter. Merci de votre attention. Monsieur le maire. Oui. D'abord, premièrement, une réponse à Monsieur Biret. Si j'en prends les déclarations au conseil municipal du mois de janvier, j'ai juste posé la question, pourquoi vous ne posez pas la question au directeur général? Point d'interrogation. En quoi, dans cette question, il y a une mise en cause du directeur général des services que je nomme pas, et en quoi vous vous sentez concerné? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est que ça vous vous sentez concerné par votre conséquence. Moi, j'y peux rien. Je n'ai pas daté ni quoi que ce soit. J'ai dit pourquoi vous ne posez pas la question au directeur général. Point à la ligne.
Mais ça veut dire, Monsieur Biret, qu'il y aurait donc deux statuts. Un statut de l'élu qui ne pourrait pas parler au sein du conseil municipal et mettre en cause l'action d'un autre élu, et un ex-directeur général qui pourrait, lui, se permettre de mettre en cause l'attitude ou la position de son propre président. Mais je vais vous dire une chose, si vous réclamez la protection fonctionnelle, Monsieur Biret, on peut aussi réclamer la sanction disciplinaire pour faute ou pour incompétence. Donc, oh, mais vous savez, j'avais une bienveillance à votre égard. Beaucoup plus que vous l'imaginez, c'est moins qu'on puisse dire, et visiblement, c'est pas votre cas. C'est pas votre cas. Et donc, vous mettez en cause mon mandat, vous vous permettez de mettre en cause mon mandat, et en aucune manière, vous savez que tout agent public, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est appelé à rendre des comptes de son action. Je vous le rappelle. Et que donc, par voie de conséquence, quand on demande à un fonctionnaire son action, on est tout à fait conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est notre charte fondamentale et qui fait partie des principes constitutionnels. Voilà ce que je voulais vous répondre pour ce qui est, Monsieur Biret, mais je pense que ce soir, on est en train de refaire la scène de l'aveu, où on a effectivement un accusé et des procureurs, mais c'est pas grave, vous pouvez continuer, ça ne me gêne pas. Et pour ce qui est, Monsieur le maire, pour ce qui est de ce que vous venez de dire, un bel exemple aussi, sur les principes, vous dites, je suis désolé, nous vous avons proposé de les prendre en compte et de les intégrer en préambule du règlement intérieur, vous avez refusé. Vous avez refusé. Donc, par voie de conséquence, on peut que s'étonner du fait qu'il n'y figure pas. Ensuite, il est assez truculent quand même, que vous puissiez alléguer de vos propres turpitudes quant au vote de la délibération. Vous êtes en train de nous dire que, finalement, et c'est ce qu'on a conclu, vous n'avez pas voulu voter votre propre délibération, alors que pendant le débat, vous avez dit à Madame Chartier que si elle n'était pas contente, elle allait au contrôle de légalité ou au tribunal administratif, et je pense que vous vous êtes ravisé, effectivement, certainement quelque part convaincu de nos arguments, qu'il ne fallait surtout pas transmettre au contrôle de légalité cette délibération. Et que par voie de conséquence, dans un principe majoritaire que vous avez appliqué, vous avez mis aux voix cette délibération, mais fait extraordinaire, et parce que vous savez que l'abstention n'est pas prise dans les votes exprimés, vous n'avez pas voté votre propre délibération que vous aviez présentée. C'est pour le moins assez paradoxal, c'est quand même, le moins qu'on puisse dire, quelque chose de particulier. Être en capacité de présenter une délibération, nous dire, voilà, et ce n'est pas des effets de manche, ça non plus, voilà, je consens, c'est ce que vous venez de dire, de donner quelques caractères supplémentaires à Madame Chartier, et vous n'allez pas au bout de votre logique, on peut que s'interroger et se poser la question du pourquoi de cette façon de faire. Alors, le pourquoi, tout simplement parce qu'il n'était pas prévu, initialement, d'inclure dans ce règlement intérieur la charte. On vous l'avait envoyé, Monsieur le maire. Comme je m'y étais engagé, je vous l'ai envoyé. Si vous me permettez, juste 2 secondes. Quand vous nous renvoyez au dernier moment, comme encore aujourd'hui, cet après-midi, des modifications de délibération. Ou des points supplémentaires. On a pris pour habitude de ne rien dire. Quand nous sommes vus sur le règlement intérieur, je vous ai dit, je ne peux pas
décider de la position de mon groupe, j'ai pour habitude d'en discuter avec eux. Je vous ai dit très clairement, également, je vous ai dit très clairement que je vous préviendrai avant le conseil municipal de la position de mon groupe et des amendements éventuels que nous souhaitions avoir. Mail à l'appui pour prouver ce que je viens de dire. Je vous ai envoyé un mail le lundi soir, aux alentours, allez, avant 23 h. Vous l'aviez donc pour le mardi matin avant le conseil municipal, où on vous demandait expressément d'introduire la charte de l'élu. Là, il s'agit de dire oui ou il s'agit de dire non. Ce n'était pas un amendement, c'était prendre en compte le code général des collectivités locales, auquel cas, ça ne posait, à notre sens, pas de difficulté. Après, il y avait d'autres éléments qui pouvaient, et ce n'est pas ce qu'on vous reproche, qui pouvaient effectivement être discutés autour de cette table. Alors, je reviens sur ce sujet. Nous n'avions aucune obligation d'inclure dans le règlement intérieur cette charte de l'élu. Elle doit, puisqu'elle a été votée en 2015, elle doit être lue par le maire ou le président de la communauté de communes lors de sa prise de fonction. Mais on ne dit pas de l'inclure dans le règlement intérieur, soit de la commune, soit de la communauté de communes. Et puis, au niveau du vote, je ne parlais pas spécialement de votre vote à vous, mais la première intéressée, Madame Chartier, elle a voté contre. Elle a voté contre. Elle demande un aménagement et elle vote contre l'aménagement. Comment voulez-vous que nous, on puisse aller contre Madame Chartier en disant oui, on vote la délibération? Et Monsieur Lalère, vous vous souvenez de mes arguments. Vous me Mais proposez... pourquoi vous avez voté contre? Oui, parce que vous me proposez 700 caractères et... Vous voulez toujours plus. Mais non, mais la jurisprudence a montré que ce n'était pas suffisant, 700 caractères. Ah ben, vous avez lu comme moi, vous êtes aussi informé que moi, monsieur le maire. Hein, oui, et je vous mais... avais déjà exprimé, je m'étais exprimé sur le sujet. Non, mais j'ai fait un effort, on a fait un effort tous. Mais il faut au moins appliquer la jurisprudence, monsieur Lalère. Pardon ? Il faut quand même appliquer la jurisprudence qui considère que 700 caractères, c'est pas suffisant. 700 caractères. Non, c'est considéré écoutez, insuffisant. à ce moment-là, vous n'en avez plus que 22 ou 23. Oui, c'est ça, bah oui. Terminé. Et quand j'envoie une phrase, elle n'est même pas reproduite d'ailleurs. Hein. Bon. Puisque j'ai la parole, Attendez. Non, attendez, excusez-moi. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse faire un débat sur des PV. On revient sur le contenu des conseils précédents. Je ne sais pas, ça ne s'est jamais fait, je ne comprends pas ça. Bah écoutez, on commence. Non, enfin, les discussions, elles ont lieu pendant le conseil, mais on ne revient pas sur les sujets antérieurs. Mais on a le droit de commenter, effectivement, ce qui s'est passé, madame. Surtout quand on se sent insulté ou menacé ou malmené. Avec des motions de censure à la clé, que l'on veut mettre au vote, là encore sans prévenir, dont on vient juste d'être venu. Est-ce là l'esprit de ce que vous nous avez écrit pour tout le monde? Écoutez, je ne le crois pas. Si c'est le... Jouez franc jeu, monsieur le maire. Jouez franc jeu. Ah mais je joue toujours franc jeu. Je vous propose même de voter cette motion. Pourquoi cette motion, nous ne l'avons pas eue avant? Parce que vous l'avez que maintenant. Mais oui. Désolé. C'est la logique. Oui. Alors écoutez, moi je vous propose de la voter au prochain conseil municipal. Voilà. Prévenez au moins. Vous serez prévenus, vous êtes prévenus là. Bon, c'est bon. Alors, monsieur Boisjol, 2 mots. 2 mots. En tant que doyen de cette Assemblée, je souhaiterais que le débat se calme un petit peu et que la politesse prédomine. En effet, et là je me permettais de le faire, quand je vois Madame Chartier, quand elle s'adresse à Monsieur le maire, elle regarde Monsieur le maire. Alors s'il vous plaît, Monsieur Fourage, plutôt que de regarder la caméra ou votre public, regardez Monsieur le maire quand vous vous adressez à lui. S'il vous plaît, merci. Voilà, c'est dit. Bon. Monsieur le maire, enfin, moi je veux bien. Non, mais attendez. Non, mais franchement, je ne sais pas. Alors, c'est pas en tant que doyen d'âge de cette Assemblée, ni en quoi que ce soit, qui donne d'ailleurs aucune qualité d'être doyen d'âge, sauf à être simplement membre du conseil municipal comme tout un chacun. Mais monsieur Boisjol, j'ai le droit d'avoir les attitudes que je veux avoir ou que je peux avoir. J'ai le droit aussi, quand je parle, de réfléchir et de regarder très souvent mes collègues d'en face. Ils s'en s'offusquent pas, eux, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une façon de faire. Mais
je trouve, vous savez, on commence par dénigrer la façon de parler, après on peut dénigrer la façon d'être, et puis après on peut rentrer dans des jeux de discrimination. Je trouve que, et vous voulez dire que vous voulez élever le débat, mais faire une nouvelle fois ce type d'attaque, qui est sur la façon d'être. Moi je ne vous demande pas pourquoi vous venez de vous énerver, monsieur Boisjol, mais je ne vous le demande pas. Je le constate, mais je le garde pour moi. Et je ne vous mets pas en cause sur votre façon d'être et sur votre façon de parler, ou ainsi de suite. Alors, de grâce, épargnez-nous ce genre de commentaires qui ne servent à rien et qui laissent un goût déplorable à tout un chacun. Bon. Merci. Acte donc de ce procès verbal du mois de janvier 2019. On vote. Comment ? On prend pas acte, on vote. Oui, il faut adopter. On prend pas acte, on vote. Ça se vote, ça, on prend pas acte, on vote. On adopte. Oui, on vote, oui. Alors donc, on va voter le premier PV, ou les deux ensemble. On fait les deux ensemble ? Vous êtes d'accord ? Oui. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci. Alors, ensuite, nous allons passer donc au rapport du Conseil. Excusez-moi, monsieur le maire, je voudrais revenir sur une information qu'a donnée monsieur Minier tout à l'heure. Oui, parce que le contrat Rage-Tour a été signé le 8 février 2019. Donc c'est bien les nouveaux barèmes. C'est les engagements qui ont été pris. Ah ben non, alors ça, franchement... Et honnêtement, mais vous le savez très bien, les gens, vous les rencontrez avant, les gens, ils n'arrivent pas, coucou, c'est moi, tac, je signe tout de suite. Mais non, un peu de sérieux. Non, mais les gens, vous les rencontrez, la Ligue contre le cancer, ça fait 9 mois qu'on les a rencontrés. C'est-à-dire, il y a un moment, je veux bien, il y a des engagements... Je parle de Rage-Tour, si vous dites qu'il y a 9 mois que vous avez rencontré... Oui, non, mais je suis d'accord, mais il y a vous savez qu'un engagement verbal, ça se tient. Eh bien non, on les a tenus. Bah, désolé, hein, moi j'ai une parole, je mets en application. Merci. Nous allons passer donc à la lecture du rapport numéro 2 par Madame Bonnet. Je rappelle le titre. Oui. Alors, il s'agit du marché de travaux, groupe scolaire Florence Artaud, rénovation avenant au lot numéro 1, 2, 10, 12, 15. Suite à l'avancée du chantier, il s'est avéré nécessaire de réaliser les modifications au marché de travaux comme détaillé ci-dessous. Donc, pour le lot 1, désengagement de l'entreprise d'EMCO pour réaliser le ragréage du réfectoire. Donc une moins-value de 7 973,85 €. Lot 2, modification des quantités au niveau des VRD terrassements, donc moins 3 002,87 €. Lot 10, pour les faux plafonds isolation, retour de prime énergie, moins 726,65 €. Lot 12, ABC revêtement, reprise du ragréage, qui n'avait pas été donc fait par le lot 1, dans le lot 1, réfection donc, du réfectoire, donc un plus de 7 082,37 €. Lot 15, électricité, Bouygues Énergie, câblage informatique, borne Wi-Fi, plus 6 419 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les avenants au marché de travaux groupe scolaire Florence Artaud, rénovation et mise en accessibilité des lots suivants. Donc le lot 1, démolition des amontages, 2, VRD terrassement aménagement, 10, faux plafond isolation, 12, revêtement de sol souple et 15, électricité. Autorise monsieur le maire à signer les avenants des travaux des lots d'un montant total de 1 798 € hors taxe présentés dans le tableau joint. 2 fois. Alors, une petite précision, donc malgré ces avenants, on reste dans l'enveloppe que l'on s'était fixée pour la totalité des travaux, 1,8 million. Donc, observation concernant ce rapport, oui, M. Méter.
Oui, alors tout d'abord, je m'excuse, Madame Bonnet, je n'ai pas réussi à vous voir, mais je vais quand même vous regarder. Donc, en fait, on en avait parlé en commission, hein, c'était sur le lot numéro 2 sur le terrassement. En fait, c'est une reprise pour les travaux de la rue Amand-Bujard, hein, je pense. Et ça, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un nouveau marché? Comment ça s'est intégré dans le marché de la rénovation de la rue Amand-Bujard? Si mes souvenirs sont bons, c'est ce dont on avait parlé en commission. Donc, suite aux travaux, il y a des travaux au niveau de la cour, au niveau de l'assainissement. Et il y a une reprise des enrobés, donc de la cour élémentaire. Oui. Ce qui fait une superficie moindre que prévu. Donc modification des quantités au niveau des enrobés. D'accord, donc il n'y a rien à voir. Élémentaire. Il n'y a rien à voir avec la rue Amand-Bujard. Par rapport à l'assainissement. Tu peux, si tu veux. Oui, non, mais la rue Armand-Bujard fait partie d'un autre lot. Tout à fait. Le lot, on en a parlé tout à l'heure, le lot à 640 000 euros. Ce lot-là comprend les travaux d'assainissement rue Armand-Bujard, mis en séparatif. Et il se trouve qu'il y a de l'assainissement collectif dans Florence-Artaud, qui n'était pas aux normes. C'est pour ça qu'on prend en charge l'assainissement collectif d'une des cours, pas toutes, une des cours, et la réfection du bitume en même temps. Donc une des cours uniquement. Et l'autre cours est prise sur le budget de l'école Florence-Artaud. Ce qui est normal, à partir du moment où on fait des travaux d'assainissement collectif, on refait le revêtement derrière. Donc c'est tout, c'est juste ça. Une des cours. Et c'est la même entreprise qui intervient? C'est bon, donc nous allons passer au vote. Alors qui est contre? Vous êtes contre, d'accord? Non, mais vous avez vu. Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant. Monsieur Verdon étant absent, je vais en faire la lecture. Alors donc, il s'agit du rapport annuel du délégataire pour l'exploitation du pôle d'échange multi-usage. Il vous a été transmis en annexe, donc je pense que vous en avez tous pris connaissance, vous l'avez relu 5 fois. Donc je ne vais pas vous en faire lecture. Et donc il vous est proposé donc d'approuver en ces termes la délibération suivante. Et je vais vous faire quand même lecture des considérants. Considérant que la société Sauvétour, délégataire pour l'exploitation et la gestion du pôle échange multi-usage, a fait parvenir le rapport technique et financier pour l'année 2017-2018. Et considérant que le rapport annuel pour l'exploitation et la gestion du pôle d'échange multi-usage doit être présenté à l'Assemblée délibérante et faire l'objet d'une délibération, c'est le cas, et considérant que les services gérés par délégation de services publics sont soumis à l'avis préalable de la Commission consultative des services publics locaux, que la Commission consultative des services publics locaux s'est réunie le 11 décembre 2018, date à laquelle le rapport lui a été présenté. Par conséquent, je demande au Conseil municipal, après en avoir délibéré, de prendre acte du rapport technique et financier de l'exercice 2017-2018 de Sauvétour, délégataire du service public pour l'exploitation et la gestion du pôle d'échange multi-usage. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Madame Chartier. On note dans le rapport qu'il y a des WC qui ont été rénovés mais qui sont fermés. Alors je trouve ça vraiment dommage que dans un lieu public, il n'y ait pas de WC en état de fonctionnement. Voilà. Après, il est noté aussi une décision de la ville de ne plus assurer l'entretien des bâtiments modulaires. Concernant les WC, si vous voulez, je pense qu'on accède aux WC sur une demande. Et on remet les clés parce que... oui. Surtout lorsque la personne est absente pour remettre les clés, quoi. Bah oui. Ah oui, non, mais tout à fait. Parce qu'on a constaté que les enfants, les jeunes se protégeaient dans ces toilettes pour fumer, voilà. Et ils vandalisent aussi. Bah oui, mais enfin, c'est quand même très ennuyeux qu'il n'y ait pas un accès au WC dans un lieu public. Et pourquoi la décision aussi de ne plus entretenir les bâtiments modulaires?
Il doit y avoir une bonne raison, certainement. Ça doit... Il y a eu un changement de répartition des locaux entre les occupants. Et celui qui a obtenu le plus de locaux s'engage à assurer le nettoyage des locaux. Voilà. C'est ça. Oui, c'est pas l'entretien. D'accord. D'accord. Et puis, bon, il semblerait qu'il y ait une augmentation du nombre de voyageurs, donc c'est bien. S'il y a plus de personnes qui utilisent les transports en commun, on peut que s'en réjouir. Oui, nous également. Voilà. Donc, nous allons passer au vote qui est... Ah, pardon. Vous me distrayez, là. Donc, nous allons prendre acte. Voilà, je vous demande de prendre acte. Ensuite, rapport suivant. Monsieur Ogbon. Îlot ancien hôpital au PARU, pas de résorption de l'habitat insalubre, dépôt de dossier des juillet de calibrage auprès de l'ANA, demande de financement des études de relogement, déficit opérationnel, approbation. Suite à l'approbation de la délibération numéro 2018-0703 lors du conseil municipal du 16 octobre 2018 du dossier de demande de financement RHI-Tirori sur l'îlot dit de l'ancien hôpital à Fontenay-le-Comte, la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne a indiqué que le dossier ne pouvait obtenir des suites favorables dans son intégralité. En effet, suivant le retour de l'instruction préalable de la CNLHI, 3 parcelles cadastrales sur les 5 que comporte l'îlot ancien hôpital seraient éligibles au financement RHI. Or, cette hypothèse met à mal l'équilibre financier et la faisabilité opérationnelle du programme de réhabilitation. Ainsi, sur proposition de la CNLHI et des services de l'État, le passage de notre dossier a été reporté donc à la prochaine commission de mars 2019, afin de donner le temps à la collectivité de le retravailler et de fournir l'argumentaire complémentaire suffisant pour garantir des financements à hauteur de la complexité globale de cette opération. En effet, compte tenu de l'état très dégradé de cet îlot et de l'imbrication des immeubles, seul un traitement de l'ensemble de l'îlot permettrait de réaliser une réhabilitation de qualité. De plus, cette action permettrait de marquer la volonté de la municipalité en matière de lutte contre l'habitat indigne. En complément des interventions conduites dans le cadre de l'OPA-RU et programmées sur la requalification de l'espace public. En conséquence, la ville de Fontenay-le-Comte propose de solliciter de nouveau, sur la base du dossier et de l'engagement financier modifié, le soutien financier de l'Agence nationale de l'habitat au titre de la résorption de l'habitat insalubre. La logique de périmètre n'ayant pu être retenue, donc nous sollicitons aujourd'hui des financements sur la totalité de l'adresse du 48, parce qu'il y a une partie aussi qui est de l'autre côté sur la place. Donc la parcelle AS 346, 347, 335, 334, afin de pouvoir maintenir un programme urbain d'ensemble compatible avec la sortie d'insalubrité durable pour l'îlot de l'ancien hôpital. Donc, il est proposé au Conseil d'abroger la délibération 2018-0703 du 16 octobre, d'approuver le principe de réhabilitation de l'îlot de l'ancien hôpital sur la base du dossier présenté, de valider le montant prévisionnel donc, des études s'élevant à 48 400 €, soit 58 080 €, donc ça c'est le même montant que la délibération précédente, de valider le montant prévisionnel du relogement des ménages occupants, s'élevant à 40 000 €, soit 48 000 € de TCC, de valider le montant prévisionnel du déficit opérationnel s'élevant à 540 580 € hors taxe, soit 605 166 € TTC, de solliciter auprès de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, les aides au taux maximum de cette opération, c'est-à-dire 70% de financement, de s'engager à financer le reste à charge de cette opération. De mémoire, c'est autour de 180 000 €. D'autoriser Monsieur le maire à déposer ce dossier auprès des services de l'ANA et d'autoriser Monsieur le maire à engager une négociation pour les acquisitions foncières, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà, Monsieur le maire. Y a-t-il des demandes de précision ? C'est-à-dire qu'on a des paroles et on aimerait voir les actes. Donc il y a une commission et la commission est le 29. On nous a fortement conseillé d'attendre la commission du 29 en espérant qu'effectivement la demande de la ville soit acceptée, c'est-à-dire que l'ensemble de l'îlot passe sur ses financements, ce qu'on souhaite, et en tout cas on appuie fortement sur ce dossier. Le fait d'être Action Cœur de Ville est censé faciliter les choses. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Donc voilà. Donc on est en demande. J'ai bon espoir
Voilà. Et si toutefois, effectivement, la commission retoquait à nouveau le projet, on se posera la question soit d'arrêter totalement le projet, ce qui serait, je pense, malheureux, parce qu'on a à cet endroit-là, clairement, on peut le dire, un bidonville au cœur de la ville, clairement, dans cet îlot. Moi, je souhaite effectivement que la municipalité porte cette action jusqu'au bout. Si ce n'était pas le cas, on reviendra devant le Conseil. Voilà. Bon, on va essayer d'être optimiste. Le dossier est à la préfecture. Voilà, on attend la commission et on a déjà pris rendez-vous avec le préfet dans le cas où la réponse serait négative. C'est services de l'État et c'est surtout l'ANA en fait. En fait, le blocage, il est lié à l'ANA. Mais je sais, on a le discours voilà, où les services de l'État ont un rôle facilitateur. On aimerait que ce soit le cas. Donc on va parier sur ça. Madame Chartier. Oui, c'est sur la forme. Moi, je me demande pourquoi cette subvention, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas présentée comme les autres subventions, avec la participation de la ville après déduction des aides. Là, on vote sur un déficit. On n'a pas l'habitude de voter sur un déficit. C'est l'ANA qui nous impose cette présentation, parce que les dossiers de l'ANA sont comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on paye une étude, et vous l'avez déjà soulevé, qui était assez élevée. Et donc, c'est pour ça que le dossier est présenté comme ça. C'est le formalisme de l'ANA, c'est pas moi qui l'ai décidé. Hein. Je rappelle juste quand même, parce que c'est important, quand on a les financements à 70% sur cet îlot, donc il y a un reste à charge de 180 000 € pour la réhabilitation de cet îlot, pour quand même la création de 5 logements. C'est important. Le calibrage est financé aussi à 70% de l'étude, donc il reste 17 000 €, et le relogement, c'est aussi 14 000 €. Donc il y a un reste à charge total de 210 000 € sur cette opération, pour 5 logements, ce qui fait un coût par logement d'environ un peu plus de 40 000 €, 43 000 €. Donc voilà, ça veut dire qu'en gros, on se posera la question après, puisque ce serait une propriété de la ville, soit la ville contractualise avec un bailleur, Vendée Logement, Vendée Habitat. Vendée Logement a déjà fait acte de son intérêt pour cet îlot. C'est d'ailleurs fixé, hein, c'est-à-dire que dans le cadre du dossier, si Vendée Logement prenait cet îlot, il le rachètera pour 50 000 €. C'est les services de l'État qui imposent ça. Donc aujourd'hui, il y aura un reste à charge, mais en gros, si vous voulez, si vous faites un emprunt et si on devait louer ces logements, on sera entre 250 et 300 € par mois, ce qui me semble être tout à fait convenable pour louer des logements à des gens qui en ont besoin. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne opération, parce qu'on a rarement des financements à cette hauteur-là. On a un dispositif qui existe, il faut l'utiliser. Maintenant, je dirais qu'il y a des points de blocage, on va essayer de les débloquer. Voilà. Mais j'entends, hein, on pourrait faire une autre présentation, c'est celle-ci qui nous est imposée. Voilà. Bon, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant, Monsieur Boisjol. Patrimoine communal, copropriété, autorisation permanente d'être syndic bénévole. Merci, Monsieur le maire. La ville de Fontenay-le-Comte est propriétaire de lots au sein de divers immeubles soumis au régime de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi. Sont notamment concernés à ce jour les immeubles suivants. Le 7 rue de l'Ancien Hôpital en intégralité, le 52 rue des Loges, les lots 1 à 5, 5 résidence Simonie Signoret, 16 à 33, les lots 16 à 33, 14 rue des Orfèvres, lots 14, 15 et 16, 8 rue de Grimoire de Saint-Laurent, les lots 3, 5, 9, 10, 11, 17, le centre commercial des Moulins-Liot, les lots 15, 16, 17, 21, 22 et le 24 rue Kléber, le lot 1. En application des articles 17 et 17.2 de la loi et 28 du décret, la ville de Fontenay-le-Comte, en sa qualité de copropriétaire, peut être syndic bénévole de chaque immeuble et proposer en application de l'article 18.1a de la loi un contrat conforme au contrat type. Cette activité accessoire de gestion de son propre patrimoine, annexe au droit de propriété, n'est pas soumise à la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, article 1.
et n'implique donc pas la délivrance d'une carte professionnelle par la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Cette solution du syndic bénévole, validée par la sous-préfecture le 23 novembre 2006, a déjà été mise en œuvre sur le centre service entreprise, le 8 rue de Grimoire de Saint-Laurent et le 14 rue des Orfèvres. La solution du syndic bénévole permet à la ville d'assurer une meilleure gestion de son patrimoine et de réaliser des économies substantielles, notamment lorsqu'elle est propriétaire majoritaire ou qu'il s'agit de réaliser un projet communal d'ampleur impliquant des procédures complexes où la multiplication des intermédiaires serait nuisible à l'efficacité. En contrepartie de l'intervention en qualité de syndic bénévole et pour une juste prise en compte de son investissement et des frais généraux initiés, la ville est légitime à solliciter une indemnisation dont le montant sera au minimum de 500 € par an. Par ailleurs, en application de l'article 18 de la loi, la ville syndic doit alors gérer les fonds du syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire d'un compte bancaire séparé permettant d'éviter toute confusion des fonds. Au regard des contraintes de délai entre l'annonce d'une date de réunion et la convocation formelle d'une assemblée générale, il convient d'habiliter la ville de manière permanente à pouvoir présenter sur les copropriétés dont elle est membre des contrats de syndic bénévoles et leurs éventuels renouvellements. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la possibilité d'intervention de la ville de Fontenay-le-Comte en qualité de syndic bénévole sur les immeubles soumis au statut de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans lesquels elle est copropriétaire, de fixer à 500 € minimum à moduler en fonction de la taille et de la technicité de l'immeuble l'indemnité annuelle à percevoir en contrepartie de la mission de syndic bénévole, d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats de syndic à intervenir ainsi que leur renouvellement et enfin d'autoriser Monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué par lui à ouvrir, faire fonctionner et clôturer les comptes bancaires séparés obligatoires afférents à chaque syndicat des copropriétaires. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci beaucoup. Rapport suivant, Monsieur Minier, Parc à Bout. Alors, Parc à Bout, le donjon des Cimes, c'est un règlement intérieur. Avant, il y avait des choses qui étaient signifiées. Aujourd'hui, comme dans René Cassin, on fixe un cadre. D'accord? Il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur fixant les conditions et modalités de fonctionnement du Parc à Bout. Je pense que tout le monde les a lus. Je vous invite à y aller. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite dans les deux sens. C'est vrai qu'il y a toujours des petits changements tous les ans. La fréquentation est quand même pas mal tous les ans. On passe à plus de 10 000 personnes tous les ans, ce qui est énorme, sachant qu'il n'y a pas de dérogation pour les tarifs pour les élus. Donc je vous invite quand même à y aller et vous serez très bien accueillis par le personnel sur place. Oui, parce que précédemment, en fait, il y avait un plan d'organisation et de surveillance des secours. Michel. Donc c'est plus précis par un règlement. Voilà. Il y a des combats, Non, je voudrais quand même faire part de mon indignation de voir ce Parc à Bout en période de fermeture, utilisé par des familles avec des parents qui entraînent leurs enfants dans le parc. Et c'est récurrent pendant toute la période de fermeture. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais qu'il y ait des gamins, c'est une chose. Mais quand je vois en plus des parents qui accompagnent leurs enfants dans les trucs, je trouve que c'est un peu fort de café. Et on le sait, oui. D'ailleurs, c'est comme la jeune fille qui était montée sur le mur et qui est tombée, là, qui s'est tuée. Donc, c'est pareil. On vous avait proposé, d'ailleurs, comme quoi on n'est pas contre la vidéo, hein, on avait proposé qu'au Parc Baron, par rapport à ce que vient de dire Michel Naudet, on avait proposé est-ce qu'il y ait une vidéo et je pense que c'est une mesure qui devrait être prise. Comme une vidéo devrait être mise sur le pôle d'échange multi-usage. Nous en sommes conscients. Je pense que ces deux endroits, beaucoup plus que dans d'autres dans notre ville, mais ces deux endroits sont des endroits particuliers où il peut y avoir des
des incivilités pour le moins, des choses beaucoup plus répréhensibles qu'on pourrait effectivement visionner. Et je pense que ces deux endroits-là sont des endroits absolument nécessaires. Alors donc aujourd'hui c'est à l'étude pour le pôle multi-usage. Donc on va voir ce que l'on peut faire pour le parc à Bout. Et Place Viette aussi, ce serait nécessaire. Il faudrait trois nouvelles caméras. Ça lui ferait plaisir. Voilà, donc il n'y a pas d'autres observations. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Alors ensuite, je vous fais la lecture du rapport concernant le personnel communal. Monétisation du compte épargne-temps. Alors, par délibération du 16 décembre 2010, le conseil municipal a approuvé la mise en place du compte épargne-temps. Le règlement de ce compte épargne-temps indiquait ne pas autoriser l'indemnisation des jours épargnés par l'agent et précisait qu'au terme de négociations menées en partenariat avec les représentants du personnel, une évaluation pourrait être menée pour modifier cette condition et ouvrir la possibilité d'une compensation financière. Cette question a été étudiée lors du comité technique du 7 mars dernier, qui a évoqué la possibilité de compensation financière pour les agents quittant la collectivité pour retraite, pour invalidité seulement. Alors, une compensation s'appliquerait selon les modalités financières suivantes, c'est-à-dire pour les gens de catégorie C, 75 € bruts par jour. Pour les personnes de catégorie B, 90 € bruts par jour. Et pour les personnes de catégorie A, 135 € bruts par jour. L'agent doit transmettre sa demande écrite à l'autorité territoriale avant le 31 janvier de l'année suivante. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'appliquer une compensation financière des droits acquis au titre du compte épargne-temps pour les agents qui quittent la collectivité pour retraite, pour invalidité, dans les conditions suivantes. Donc c'est celle que je viens de vous énumérer. Et d'approuver le règlement intérieur modifié, annexé, qui abroge la version précédente et m'autoriser à signer tout document utile afférent à ce dossier. Y a-t-il des observations? Oui, juste une question, monsieur le maire. Pour retraite, pour invalidité, il ne doit pas y avoir beaucoup de cas. Est-ce que vous avez, j'allais dire, une évaluation? Enfin, oui, c'est un cas. OK. C'est un traitement voilà. Parce que compte tenu des critères, pour retraite, pour invalidité, ça ne doit pas faire grand monde. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Et heureusement. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci beaucoup. Alors, personnel communal, astreinte, modification des missions. Alors, par délibération du 20 décembre 2012, la ville de Fontenay-le-Comte a mis en place un règlement intérieur des astreintes. Il s'avère nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement intérieur pour prendre en compte l'évolution des besoins du service. L'astreinte, en complément des missions déjà affectées, prendra en charge les ouvertures et fermetures des parcs et jardins au sein de la ville de Fontenay-le-Comte tous les jours de la semaine. Afin de reconnaître la technicité attachée à cette mission, l'agent percevra le versement du complément de régime indemnitaire. Ce complément indemnitaire sera versé selon l'indemnité en fonction des suggestions et d'expertise, IFSE. Il représenterait 120 € bruts par mois et serait versé mensuellement en complément de la rémunération indiciaire et du régime indemnitaire de base. La période d'astreinte débuterait le vendredi à 17h30 de la semaine N
au vendredi 17h30 de la semaine N+1. Un jour de repos sera accordé le lundi qui suit l'astreinte en compensation des heures d'astreinte réalisées sur la semaine dans la limite de 7h30 du temps effectif d'intervention. Au-delà de 7h30 de temps effectif d'intervention, les heures réalisées en sus seront payées. Les 8 heures effectuées pour la fermeture, ouverture des parcs et jardins sont payées, récupérées comme suit. 3h38 sont systématiquement récupérées la demi-journée du mardi matin qui suit la semaine d'astreinte et 4h22 sont payées sous le régime des heures supplémentaires. Ces différentes notations ont été soumises à l'avis du comité technique du 7 mars dernier. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante et de décider de modifier les missions des astreintes dans les conditions suivantes: d'ajouter aux missions actuelles les ouvertures et fermetures des parcs et jardins au sein de la ville de Fontenay-le-Comte tous les jours de la semaine, d'augmenter le versement du complément de régime indemnitaire pour les agents réalisant les astreintes afin de reconnaître la technicité attachée à cette mission. Ce complément indemnitaire sera versé selon l'indemnité en fonction des suggestions et d'expertise IFSE. Il représentera 120 € bruts par mois et serait versé mensuellement en complément de la rémunération indiciaire et du régime indemnitaire de base. D'approuver la période d'astreinte qui part du vendredi 17h30 de la semaine N au vendredi 17h30 de la semaine N+1. D'accorder un jour de repos le lundi qui suit la... Enfin, je voulais tout énumérer, ça d'ailleurs. Et puis d'approuver le règlement intérieur modifié, annexé, qui abroge la version précédente. De préciser que les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir, et de m'autoriser à signer tout document utile afférent à ce dossier. Y a-t-il des observations? Monsieur Naudet. Juste une question. Il a fallu combien d'énarques d'astreinte pour trouver les chiffres de 3h38 et 4h22? Des gens très forts en mathématiques ou en arithmétique. Non, mais la difficulté aujourd'hui concernant les astreintes, c'est qu'on n'avait pratiquement plus personne qui, selon les conditions précédentes, souhaitait assumer les astreintes. Donc on a fait un appel à volontaires et il y a 8 personnes qui se sont portées volontaires pour assumer les astreintes. Et donc on leur a proposé ce cadre qu'ils ont accepté et puis c'est pour ça qu'on vous le soumet aujourd'hui. Le coût global donc, de la dépense qui serait générée par ce type d'astreinte serait voisine de 29 000 €, ce qui correspond à un salaire. Un salaire moyen maintenant chargé, c'est 30 000 €. Donc on préfère en faire bénéficier les personnes, parce que sinon la personne qui aurait pris cette fonction, cette mission, aurait pris des congés, aurait peut-être été absente, malade, etc. Donc c'était impossible à gérer. Voilà. Donc je vais vous demander donc de voter sur ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci beaucoup. Décidément, je suis le seul lecteur. Maire. Hein. Ah oui, je suis le maire. Et là, je vais faire plaisir à monsieur Naudet, puisqu'il s'agit du personnel communal, modification du tableau des effectifs. Donc, je ne rappelle pas les considérants la loi. Alors, donc, ce sont des tableaux qui laissent apparaître des modifications de postes. Dans le premier tableau, donc, il n'y a pas de création. Il y a 2 créations, mais il y a 2 suppressions. Donc là, on reste. Ce sont des gens là, qui sont passés d'une fonction à une autre fonction, dans le même grade. Ensuite, au 1er mai 2019, vous avez également, en fonction
ce qui est noté 11 créations. Ah oui, le total, c'est 48 créations et 49 suppressions. Alors tout ça, ça s'explique qu'on est obligé, dans le cadre de promotion, de créer des postes, mais on doit conserver un certain nombre de postes dans le cas où la personne ne termine pas sa stagiarisation, c'est ça? Oui. Enfin, l'essai qu'elle fait dans ce grade, quoi. C'est ça? Oui. Bon. Donc, on ne crée pas de poste, on en supprime un, pour l'instant. Pas saisonnier. Alors, je continue. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Travaux saisonniers. Alors là, donc, c'est pareil. C'est pour assurer le bon fonctionnement des services qui ont à organiser les activités durant les vacances scolaires. La ville est amenée à recruter du personnel non titulaire, saisonnier, en application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment à l'article 3, alinéa 2, pour accroissement saisonnier d'activité. Alors, donc là, il y a donc un tableau qui vous laisse apparaître par service donc le nombre de postes à pourvoir. Jeunesse, 3 postes. Les ricochets, 2 postes. Le musée, 1 poste. Le parc à bout, donc 3, 5 et 2, 7. Le CTM, 1 poste. Et les espaces verts, 6 postes. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver la création des postes suivants pour la saison estivale 2019, selon le tableau ci-après. Y a-t-il des observations sur ces créations? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Monsieur Naudet. Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Madame Christelle Trudeau. Rapport concernant le règlement général sur la protection des données RGPD. C'est la mise en place d'une convention de mise à disposition d'un délégué à la protection des données par e-collectivité. Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence: état civil, liste électorale, inscription scolaire, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation des taxes et redevances, etc. Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient: vidéoprotection, applications biométriques, géolocalisation, etc. Et le recours au réseau Internet facilite le développement des téléservices locaux de l'administration électronique à destination des administrés. Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes administrées et de la collectivité ou autres usagers. Le règlement général sur la protection des données, RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018, impose à toutes les structures de nommer un délégué de protection des données, DPO. Il remplace le correspondant informatique de liberté, CIL. Ce règlement européen reprend les grands principes de la loi informatique de liberté et liberté de 1978, tout en responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s'assurer de démontrer qu'ils offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées. La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à l'égard des administrés. C'est aussi un gage de sécurité juridique pour l'élu responsable des fichiers. L'autorité territoriale, désignée comme responsable des traitements, est une manière de réduire l'exposition au risque. La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe. Ce dernier peut alors être mutualisé. La collectivité a la possibilité de nommer le syndicat e-collectivité Vendée en tant que personne morale pour assurer la fonction de DPO mutualisé. Le DPO est principalement chargé d'aider et de conseiller la collectivité par la réalisation d'un inventaire de toutes les données personnelles traitées, la sensibilisation et l'information des agents sur la réglementation, des recommandations pour être en conformité avec le règlement, un accompagnement sur l'analyse d'impact des données sensibles. Il est donc proposé au conseil municipal de nommer le syndicat e-collectivité Vendée comme personne morale en tant que délégué de la protection des données de la ville de Fontenay-le-Comte pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction, pour un montant de 450 € par jour d'intervention sur site.
d'approuver la convention de mise à disposition d'une DPO mutualisée proposée par e-collectivité Vendée, que vous avez eue à la suite de cette délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des observations? Juste, vous avez une évaluation du nombre de jours d'intervention de e-collectivité? Pour la première année, il y a un devis de 5 400 € qui est équivalent à une dizaine de jours pour l'application. Et c'est la première année où il y aura le plus de travail puisqu'il y a tout l'inventaire et tout le recensement et tout le conseil à faire auprès des services. Et après, les autres années, ça sera que quelques jours en fonction de l'évolution aussi de la réglementation et des demandes des données qui sont traitées dans la collectivité. Vous penserez aux élus aussi, y compris quand vous utilisez nos propres données? Je vais le noter pour leur faire part à la personne puisqu'on va commencer à travailler avec elle prochainement. Notamment aux photos ou genre de choses dans des journaux et ainsi de suite. Ah mais c'est l'ensemble des données. Non, ça fait partie des données. Oui, bien sûr. Des données et théoriquement, je vois la photo du Bergin, c'est pour plaisanter, mais c'est une vieille photo, c'est pas lui aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire vous faites référence à quoi? À sa photo dans le guide de la ville? Voilà. C'est pas bien, quoi. Pour lui. Prenez rendez-vous avec le service. Hein. Ah, non, mais c'est dans ce sens-là que je l'entends. Je vous invite tous à prendre rendez-vous. Je n'irai pas prendre la place de monsieur Non, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous invite tous à prendre rendez-vous avec le service communication pour mettre à jour vos photos. Ah, ben voilà, ben voyez. Il suffit de demander, monsieur Fourage. Ah, ben, oh là. Ça va être la jurisprudence Trudeau, ça. Si vous voulez, pas de souci. À chaque fois que je demande, je pourrais obtenir. Pas possible. Ah, d'accord. Mais en attendant, vous voyez, ça fait partie des choses qui sont importantes, y compris aujourd'hui, sur cette question des données. Après, et notamment... Le service communication est à cheval aussi sur l'utilisation des photos. Tout est cité, tout est enregistré. Oui, donc je ne pense pas qu'il y ait eu une utilisation. Mais là, on ne nous a pas demandé notre accord. Je le dis au passage, mais voilà, c'est pas grave. Par rapport à ton élu sur le guide, je pense que ça rentre dans le cadre. Non. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Notamment y compris avec la RGPD. Hein. C'est pas comme ça. Mais c'est pas grave. C'est juste que je dis qu'à l'avenir, il faut voilà. Puis la RGPD, c'est une actualisation, comme pour les photos. D'accord, pas de souci. Alors, on viendra vers vous. Moi, je voudrais compléter l'information de Madame Trudeau. En fait, on a un devis de la Maison des communes précis. La première année, ce serait 7 jours. Et non pas 10. Mais enfin, et puis 3 les années suivantes. Donc, ce qui fait 3 150 € la première année, puis ensuite environ 1 350. Je pense que si on désignait quelqu'un ici en interne pour s'occuper de la RGPD, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Au-delà de désigner quelqu'un, je pense que c'est bien de le faire dans une dimension externe, parce que vous savez que ni vous, ni le DGS, ni le directeur service informatique ou le directeur juridique pourraient être DPO. Et donc, il vaut mieux, et pour le coup, même si j'aime pas qu'on externalise les missions qui appartiennent normalement aux collectivités. Mais et par rapport à la CNIL, c'est quand même nécessaire de le faire comme ça. Parce que pour information, le groupe Optical n'a pas mis en place cette chose-là, l'application de la TPO, et la CNIL leur a mis une amende de 250 000 € quand même. Donc il est quand même bien nécessaire de travailler ce dossier pour ne pas avoir de fuite et puis se retrouver demain avec des données publiques voilà, erronées, publiées dans la piratées et autres. On est responsable de tout ça. Donc, Bon, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Ensuite, rapport suivant. Madame Bonnet, conseil d'école, école primaire Florence Artaud. Suite à la décision du conseil municipal d'approuver la fusion du groupe scolaire Florence Artaud en école primaire, il convient de désigner les représentants au conseil d'école de cet établissement scolaire. Dans chaque école, il est prévu au conseil d'école 2 sièges pour les élus, article D 411-1 du Code de l'éducation. Le maire ou son représentant, nommé par le maire, un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. Monsieur le maire a désigné Madame Monique Baudry pour le représenter. Il est proposé la candidature de Monsieur Charles Berdol. Il est proposé au conseil municipal
de décider de ne pas procéder au vote à bulletin secret. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas procéder au vote à bulletin secret? De désigner M. Charles Berdol, représentant du conseil municipal au sein du conseil d'école de l'école primaire Florence Artaud. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant, Monsieur Biret. Oui, il s'agit de passer une convention avec l'État pour la transmission dématérialisée des marchés publics d'un montant supérieur à 25 000 €. Il y a un texte qui dit que ça aurait dû être fait au 1er octobre 2018. On est un petit peu en retard. Donc nous nous mettons en règle par rapport à ces textes. Et donc il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention, à intervenir avec l'État pour cette télétransmission. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Qui est contre? Merci. Rapport suivant, Monsieur Biret à nouveau. Fiscalité directe locale, vote des taux. Oui, là c'est un sujet plus important. Nous avons reçu il y a une dizaine de jours les bases qui nous ont été notifiées pour l'année 2019. Sur la taxe d'habitation, les bases passent de 18 465 845 à 18 922 000. Sur le foncier bâti, nous passons de 18 292 663 à 18 579 000. Le foncier non bâti, nous passons de 228 965 à 234 100. Un tout petit commentaire pour relever que les bases de la taxe d'habitation ont augmenté de 2,47%, alors que l'augmentation légale des bases était de 1,80. Ça veut dire que nous avons vérifié des augmentations physiques des bases, donc des nouvelles constructions taxables. Pour ce qui concerne le foncier bâti, l'augmentation n'est que de 1,56%, c'est-à-dire que nous avons là perdu de la matière physique, pour lequel nous n'avons pas encore les explications. Nous avons rencontré la semaine dernière des responsables de la direction départementale des services fiscaux et nous avons posé ces questions. Nous aurons des réponses prochainement qui vont nous aider à identifier les raisons de cette baisse du foncier bâti. Déjà l'année dernière, nous avions eu une baisse vraisemblablement due à la requalification des locaux de SKF, mais peut-être d'autres raisons qu'il est important de comprendre. Il vous est proposé de reconduire les mêmes taux qu'en 2018, c'est-à-dire 14,51 pour la taxe d'habitation, 25,34 pour le foncier bâti et 53,74 pour le foncier non bâti, pour un produit attendu de 7 579 306. Donc il vous est proposé d'adopter ces taux et les produits attendus correspondants. Alors, concernant ce rapport, Madame Bonnet donne pouvoir à Monsieur Bouillot. Monsieur Macor. Oui, je voudrais donc intervenir sur cette délibération. J'ai comparé la hausse du produit fiscal global par rapport à 2018. Donc la hausse attendue est de 141 505 €. Donc ça, c'est un premier calcul. J'ai calculé également l'incidence, une sorte d'effet exponentiel, puisque les taux augmentés, les bases augmentent. Et l'incidence d'une augmentation sur cette augmentation, ça fait quand même 10 000 €, donc que les Fontenaisiens supportent. S'il n'y avait pas eu ni hausse des bases, ni hausse des taux, plus exactement, la différence entre le produit fiscal que l'on va recevoir et un produit fiscal sans hausse des taux et sans hausse des bases, la différence est de 781 749 €. Donc ça, c'est l'augmentation fiscale depuis 2018, le total.
Alors, nous avons également calculé donc l'augmentation liée seulement à au foncier bâti. Donc le reste, hein, donc à peu près la moitié, c'est pour la ville, ça fait à peu près 70 000 euros. Donc la hausse du foncier bâti représente à peu près 72 000 euros. Donc j'ai fait un calcul, si sans ces 72 000 euros, ça nous fait un produit sans cette augmentation, c'est le produit de 2018, hein, de toute façon, ça fait 4 635 361 euros. Pour atteindre le même produit, 2018, on arrive à un taux de taxe foncière de 24,95%. Donc la proposition, tout simplement, c'est pour éviter d'augmenter la fiscalité sur la taxe foncière de 72 000 euros des Fontenaisiens, et sans peser sur le budget de la ville, puisque ce n'est pas une augmentation liée au taux. Nous proposons de baisser le taux de taxe foncière de 0,4 points, ce qui permettrait donc de baisser l'imposition des Fontenaisiens et de ne pas amputer le budget de la ville, puisque c'est une augmentation qui est attendue. Voilà, je pourrais vous donner le détail des calculs. Hein, parce que... Oui, mais je ne doute pas de l'exactitude de vos calculs. Vous avez l'habitude, Monsieur Macor, de présenter des choses qui sont vérifiables. Après, c'est un choix. Effectivement, on pourrait faire ça. Je vous rappelle quand même, parce que vous passez ça sous silence, que l'année dernière, il y a eu aussi le passage de la taxe des ordures ménagères qui pesait sur la feuille de foncier bâti à la redevance qui est facturée à part. J'ai rencontré beaucoup de gens là-dessus. Je n'en ai pas encore trouvé un qui me dit avoir globalement payé plus cher en 2018 qu'il n'avait payé en 2017 quand il payait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et donc, ce qu'on vous a déjà dit est totalement vrai jusqu'à preuve du contraire, mais encore une fois, je vous dis, je n'ai rencontré personne qui avait parlé de ça, c'est que globalement, les Fontenaisiens ont vu leur prélèvement taxe foncier bâti et ordures ménagères diminuer en 2018 par rapport à 2017. J'attends toujours que quelqu'un vienne me montrer ces feuilles pour me dire, voilà monsieur, moi j'ai payé plus, je n'en ai pas trouvé encore, et Dieu sait que des tas de gens m'ont parlé de ça. Donc, j'attends encore, si vous en connaissez, je renouvelle le fait que je suis à disposition de toute personne qui voudrait des explications sur sa feuille d'impôt. Donc, dites-leur de venir me voir, je leur expliquerai si besoin en est. Voilà. Quant au reste, je veux dire, on peut toujours faire des hypothèses, des si, et si on avait fait ceci, et si on avait fait cela. On y a déjà eu droit tout à l'heure. On ne va pas recommencer là-dessus. Le taux a été voté. Je pense que stabiliser le taux là où il est aujourd'hui, c'est aussi un choix. C'est celui qu'on vous a proposé. Et donc, c'est celui que, personnellement, je demande à Monsieur le maire de maintenir. Monsieur Fourage. Monsieur le maire, vos engagements, parce que je voudrais répondre à Monsieur Biret. Non, bien sûr. Mais évidemment. Vos engagements, c'était de baisser la fiscalité. Vous avez augmenté. Vous ne pouvez pas dire le contraire. On ne va pas recommencer ce débat. Mais, Monsieur Biret, je vous ai écouté. Enfin, c'est-à-dire, quand ça vous gêne, vous vous agitez sur votre chaise, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est gênant pour vous, hein, quand même. Hein. Faut pas monter dans les tours comme vous le faites. Alors, votre engagement de campagne, c'était de baisser la fiscalité sur la taxe foncière. C'était ça, vos engagements de campagne. Vous avez fait tout l'inverse. Maintenant, vous masquez les choses en disant « Allez, on prend le foncier, puis on prend la taxe des ordures ménagères. » Et on dit globalement « Allez, un coup je t'y vois, un coup je t'y vois pas. » On dit globalement, c'est à peu près pareil. Ce n'était pas vos engagements. Je vous le rappelle quand même. Et je vous rappelle aussi que sous le mandat précédent, la taxe des ordures ménagères avait baissé, là pour le coup, véritablement, sans qu'il y ait hausse des taux durant le mandat précédent. Nous, ce qu'on vous propose, on a bien compris que vous aviez été obligé d'augmenter les impôts. Alors, on en rediscutera, baisse des dotations et ainsi de suite et tout ce que vous voulez.
ou effectivement mauvaise gestion. Ça, c'est notre analyse, mais vous ne pouvez pas ne pas nous obliger de penser comme vous. En tout cas, nous, on pense qu'il est possible de faire une régulation et de baisser, comme vient de le dire Jean-Paul Macor, de 0,4 points sur le foncier, voilà, le foncier bâti. Voilà. Et ben voilà. Alors personnellement, moi je ne suis pas favorable à ce que l'on baisse aujourd'hui donc le taux du foncier bâti, tout simplement parce que on a un niveau d'investissement pour les Fontenaisiens qui est correct, qui répond un petit peu aux besoins de la ville. Donc si on se prive de cette recette, on va donc priver les Fontenaisiens indirectement, même ceux qui ne paient pas de foncier, d'équipements qui leur sont proposés aujourd'hui. Et c'est vrai, on n'a pas respecté notre engagement de campagne de l'époque, mais à l'époque, on ne savait pas non plus que les dotations allaient baisser de cette manière. Je reviens toujours sur ça, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Voilà. Et donc, la taxe foncière, c'est malgré tout une taxe qui s'applique qu'aux gens qui ont les moyens, disons, par rapport à ceux qui ont des moyens inférieurs. Michel veut dire un mot. Michel veut dire. Ce que je voulais dire, c'est que vous dites toujours, vous connaissiez au moment des engagements le fait que les dotations allaient baisser. On connaissait le plan Hérault, je n'arrête pas de le dire. Le plan Valls, je vous rappelle que M. Valls a été nommé Premier ministre après les élections municipales de 2014. Et donc le plan Valls, il a été connu évidemment après qu'il ait été nommé Premier ministre. Et la première fois qu'il en a parlé, c'était dans son discours de politique générale le 8 avril 2014, c'est-à-dire 15 jours après la fin des élections. Donc on a beau être très intelligent, moi je ne savais pas deviner que M. Valls allait être Premier ministre et qu'il allait avoir un plan aussi drastique. Donc je ne sais pas si ça met fin au débat, mais remettre ça à tous les conseils de cette façon, je trouve que ça finit par être lassant. Mais ce qui est lassant, c'est la façon dont vous le dites. Je vous dis simplement aussi que c'était prévu, vous le savez pertinemment, mais que vous avez... Mais dites-le clairement, je préfère encore l'attitude du maire, qui me paraît beaucoup plus correcte, de dire oui, on est revenu sur un engagement de campagne, plutôt que d'essayer de faire des contorsions comme vous faites pour dire oui, mais c'est pas nous, c'est pas notre faute, ainsi de suite. On vous a aussi évoqué, vous n'avez jamais répondu, sur le fait que parlez aussi des recettes, de toutes les recettes. Il ne faut pas que regarder les dotations de l'État. Et donc, c'est aussi ça, l'ensemble d'un budget de la ville. Et je vous renvoie, Monsieur Biret, au premier débat d'orientation budgétaire, et vous verrez que ce qui est dit, on vous prévient à ce moment-là qu'effectivement, mais relisez, plutôt que d'avoir ce type de réaction, relisez le premier débat d'orientation budgétaire de 2014, et vous verrez qu'effectivement, à ce moment-là, on vous dit « Attention, ça ne va pas pouvoir le faire comme ça ». Mais évidemment, vous verrez les réponses qui ont été faites. Et les réponses qui ont été faites, notamment, c'était « Nous, on aura une autre façon de gérer ». Eh bien, on a vu la façon dont vous avez effectivement géré. Bon, nous allons clore le débat sur ce vote et nous allons passer au vote de la décision. Alors, qui est pour? Qui est pour? Qui est pour? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Merci pour les Fontenaisiens. Rapport suivant. Monsieur Boisjol. Oui, Monsieur le maire, exercice 2019, secteur sauvegardé, attribution de subventions. 4 demandes de subventions pour des travaux en secteur sauvegardé sont proposées. Ces demandes répondent aux critères établis par délibération du conseil municipal en date des 14 juin 2016 et 24 avril 2018, fixant les conditions d'attribution des subventions aux propriétaires de biens immobiliers situés en secteur sauvegardé. Il y a donc 4 et il est donc proposé, suivant le tableau que vous avez,
et proposer d'accorder ces subventions pour travaux en secteur sauvegardé. Des observations? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. Monsieur Minier. Alors, budget 2019, association sportive, attribution de subventions exceptionnelles. Donc, 4 subventions exceptionnelles. Tennis de table, donc tous les ans, hein, le tournoi national, c'est une vraie réussite, c'est super. Le volley, on paye un petit peu de tenue sportive. Le volley, aujourd'hui, il est en plein renouveau sportif. Le nombre de licenciés qui était de 12 ou 13 est passé à 40. Je pense que c'était important qu'on les aide aussi à pouvoir mettre aussi le logo de la ville sur leur maillot. C'est important parce qu'ils s'exportent un petit peu à l'extérieur. Judo Kendo, super événement des interrégionaux de Kendo à Chamiro. Et un événement, c'est la première fois que ça se fait, surtout sur ce mandat. Entre autres, c'est le SAF et le karaté. Suite aux buvettes du Tour de France, eh bien, des clubs se rassemblent pour créer des événements. C'est la première fois que ça se fait, mais je pense qu'il y a d'autres événements qui vont se faire ensemble. Donc on décide d'attribuer au tennis de table 400 €, au volley 300 €, au judo kendo 350 € et au SAF 100 €. Et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 100 €. Y a-t-il des observations sur ces... Ça s'améliore. Il y en a quand même 3 sur 4 qui sont déposés des demandes en avant. On écoute tes conseils, donc on y arrive. On progresse. C'est bien. Merci Michel de ces encouragements. Alors donc, pas d'autres observations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport adopté. Dernier rapport. Comment? Ah oui. Alors, Madame Roussillon s'absente et donne son pouvoir à Monsieur Fourage. Il a déjà un pouvoir, Monsieur Fourage, Non. Alors, Monsieur Biret, exercice 2019, subvention aux associations scolaires. Il s'agit en fait de rectifier une erreur matérielle qui s'est produite dans la liste des subventions qui vous a été présentée en annexe du budget primitif. Il y a eu des erreurs de saisie et donc il vous est proposé de rétablir les bons chiffres qui aboutissent au même total de 14 966, donc nous sommes à valeur constante, et donc vous avez la nouvelle répartition de ces subventions telle qu'elle aurait dû être inscrite au budget primitif et telle qu'elle ne l'a pas été. Donc il vous est proposé d'attribuer les subventions telles que les modifications vous sont proposées. Y a-t-il des observations? C'est exactement les mêmes montants, hein. Voilà, avec une ventilation différente, légèrement différente. Donc, s'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci beaucoup. Donc, je considère que ce... On a fait la fois précédente. Ah oui, nous avons une motion pour le SNCF. C'est exactement la même qui a été adoptée hier par la communauté de communes. On a repris le même texte, y compris Chaland et Maran plutôt. Voilà. Donc, vous voulez qu'on vous en fasse lecture? Non? Bon. Non, personnellement, je regrette qu'on ne l'ait pas eu auparavant pour en prendre connaissance. Moi, j'aurais pu prendre conseil auprès d'une personne qui a de grandes compétences dans ce domaine, notamment par rapport à la première partie, là, le respect des engagements pris dans le cadre des contrats de plan État-région actuels et à venir. Je pense que là, il y aurait eu, je pense, des commentaires à faire, mais je ne vais pas les faire puisque je ne suis pas certaine. Voilà. Mais je suis pour la motion, mais voilà, je trouve dommage. Tout le monde ne fait pas partie de la communauté de communes, hein, vous savez. Oui. C'est dommage. Donc nous passons au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient. Donc motion adoptée. C'est un vœu plutôt. Merci. Donc je considère que ce conseil municipal est clos. Signature. Vous avez des procès-verbaux à signer, c'est-à-dire celui du mois de janvier et celui du mois de décembre. La femme de M. Métais qui est vécue là-bas.